Au début, c'était particulier parce que les journalistes nous aimaient pas beaucoup. J'ai pas d'équipe, j'ai rien. Je fais tout seul. Je fais mon blabla. Puis après, je pars en montage. C'est pas non plus très compliqué parce que c'est juste une organisation. Trop de placements de produits tue les placements de produits et du coup, par corrélation, tue les vidéos. J'ai rien avec moi, je peux pas faire de travail. Non. T'as un téléphone, tu peux filmer, tu peux faire ta vidéo, tu peux l'uploader avec ton téléphone en 4G, enfin, tu peux tout faire. Et pareil pour la musique. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Media. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Baptiste The High Collection. Salut Jean-Baptiste. Salut Christopher. Comment tu vas ? Bah super bien, encore plus depuis que je suis là. T'es pas trop crevé ? Non, ça va, ça va. Alors si je te pose la question, c'est que tu reviens de très très loin. Ouais, tu reviens d'où ? Très lointaine, d'Hawaï. Ouais, voilà, fais-nous envie. Bon, oui et non, parce qu'il a fait beau et il a surtout beaucoup plu. Donc, y a pas que la carte postale là-bas. Hein. Oui, mais juste le plaisir de voyager aussi loin avec le contexte actuel. Non, c'est clair. On s'en fiche un peu. C'était génial, en vrai. Qui pleuve. Bon, tu nous raconteras ça un peu plus tard. Alors, JB, t'es qui en fait ? Qui je suis ? Grand truc. Non, je suis YouTuber tech. Donc, je fais des vidéos high-tech sur YouTube. J'ai ma chaîne YouTube depuis 10 ans. Je fais des vidéos et j'adore ça. 10 ans ? Ouais. J'ai commencé en juillet 2011. Donc là, ça fait un peu plus de 10 ans. Ok. Et t'es influenceur ou créateur de contenu ? T'es dans quel un peu tout en vrai. Moi, je m'en fous un peu de qui je suis ou le nom qu'on m'attribue parce que moi, je fais mon petit bonhomme de chemin tout court. J'avance et après, voilà, on m'appelle comme on veut m'appeler. J'influence obligatoirement en soi puisque je fais des vidéos sur des produits et les gens vont acheter les produits par derrière. Donc oui, j'influence, mais en même temps, je crée du contenu. Donc je suis un peu tout. Ok. Alors ça fait 10 ans que tu fais ça, mais c'est dingue. Ouais. Parce que t'as quel âge, JB ? J'ai 24 ans. J'ai commencé très tôt. T'as commencé à 14 ans. Est-ce que t'avais le droit de t'inscrire sur YouTube à 14 ans déjà ? Bonne question. Non, en vrai, si je pense, mais par contre, j'ai gagné, il y avait pas la AdSense à l'époque, il y avait rien, mes vidéos étaient pas monétisées, tu pouvais rien faire. Il y avait même pas les miniatures ni rien. Non, j'ai commencé, fin de troisième, début seconde. Ok. Pour le fun, parce que, je voyais des gens faire ça. J'étais passionné et j'ai dit pourquoi pas moi. Ok, comment ça t'a pris ? C'est ça, t'es inspiré par d'autres YouTubeurs. YouTube déjà à l'époque ou t'avais commencé plutôt sur une plateforme type Dailymotion ? Non, direct YouTube. Ouais, parce que Dailymotion, voilà quoi, ça a duré en 2004 à mon avis 1 mois et après depuis ça n'existe plus. Donc non, directement YouTube parce que c'était le plus classique, le truc qui était le plus vu et surtout tous ceux que je regardais étaient sur YouTube, que ce soit des Américains ou des Français, dont certains qu'on connaît très bien. Alors, tu peux nous citer des Jérôme noms ? François, tu connais ? Ah oui, bien sûr. Bah ouais, bien sûr. À l'époque, j'ai regardé. Donc, Jérôme François de la chaîne Techno de l'époque, pour ceux qui ne les connaissent pas, et qui ont rejoint 01net.com, média que j'ai dirigé pendant quelques années. Ouais. Et c'était quoi ta première vidéo, JB, tu t'en rappelles ? Alors, au tout début de ma chaîne YouTube, je faisais pas que de la tech. C'est-à-dire que pendant 3 mois, je crois que j'avais fait des trucs sur des objets dérivés Harry Potter. Okay. Parce que c'était l'époque, c'était la période et la mode à l'époque du dernier film Harry Potter qui sortait. Et du coup, comme je kiffais et que j'étais en 3e et du coup, j'étais un enfant, du coup, j'avais fait des vidéos sur ça. Ça a duré 3 mois. Et en fait, après, je me suis dit, tiens, je préfère la tech, c'est beaucoup mieux en fait. Et je voulais faire des vidéos sur la tech, mais j'avais pas de matériel, j'avais rien. Et du coup, j'avais attendu d'avoir l'iPhone 4S. Ok. Donc en octobre 2011 pour faire une première vidéo. Et elle a directement plu. Enfin, plus à l'époque, c'était 4000 vues, c'était un buzz, tu vois. Et après, j'avais fait le test de Siri, donc c'était vraiment tout nouveau truc. Et là, elle a fait 100 000 vues. J'étais là en mode, what ? Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, j'ai après complètement délaissé les trucs Harry Potter et je suis parti sur la tech à fond. Ta première vidéo tech, c'était quoi ça ? C'était un test c'était le déballage de l'iPhone 4S. Elle est toujours en ligne. C'est la première aujourd'hui vidéo sur ma chaîne. J'en ai supprimé aucune. Okay. Ça fait partie de moi et je me dis tiens, c'est rigolo de regarder des vidéos d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que ça peut donner ? Bon, ça ressemble à rien du tout, hein. Mais voilà, c'était rigolo. Et c'était filmé, je crois, avec un iPad 2 à l'époque. Ah ouais. Ouais. Parce qualité, plus que discutable du coup. Pour l'époque, en vrai, c'était pas dégueu. Hein. 720p, ça va, c'était le job. Et surtout, je m'étais amusé, j'avais pris la Smart Cover
donc qui permettait de protéger l'iPad, mais aussi de le faire tenir debout. Et du coup, je faisais tenir l'iPad debout et j'avais ma main avec mon iPhone devant et je faisais mon déballage. Et puis après, je uploadais directement depuis l'iPad. Donc je montais sur l'iPad sur iMovie et j'ai uploadé directement sur YouTube. Voilà. Ouais, il y avait déjà ce côté débrouille à exactement, l'époque. Ouais. Bon, rassure-nous, tu fais plus de vidéos à l'iPad aujourd'hui. Alors j'en ai eu fait en vrai parce que depuis les derniers iPads maintenant sont quand même assez performants, assez cool. Il y a des gros logiciels. On voit l'iPad aujourd'hui Pro, il a la puce M1 comme celle des Mac, donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais non, c'est pas mon outil de travail de tous les jours l'iPad. Bon, t'as commencé donc tu étais en 3e. Ouais. T'étais comment au collège? J'étais comment? Waouh, bonne question. Je sais pas. En vrai, j'étais assez introverti, je pense. J'avais des potes, hein, mais moi, je me suis toujours plus épanoui en dehors du collège ou des écoles ou des trucs à étudier parce que j'aime pas du tout ce principe en fait d'aller étudier quelque chose où on te force d'apprendre un truc qui t'intéresse pas. Parce qu'on va pas dire, mais genre les fonctions logarithmes, je sais pas quoi, genre ça va intéresser une personne sur 10 dans la classe, enfin sur 30, et t'en as rien à faire. Donc ok, c'est la culture générale et tout ça, mais moi ça me passionne pas les masses. Et du coup j'adorais en fait faire des choses à côté. Donc je suis musicien, donc depuis que je suis tout petit je fais de la musique et j'adore ça. Ça on va en reparler un peu plus tard. J'adore aussi tout ce qui est tech. Du coup quand je rentrais chez moi, qu'est-ce que je faisais? Je regardais des conférences de presse high-tech depuis que je suis tout petit. Dès que j'avais un moment de libre, j'allais à la Fnac, regarder tous les produits qui sortaient. Et du coup, ça devient d'où ça, cette passion pour la tech? Je crois que c'était avec l'iPhone 1 en 2007. Donc là, j'avais 10 ans, je crois même pas. Et j'ai dit, mais waouh, c'est quoi ce truc? Je sais pas, comme ça. Tes parents étaient un peu branchés tech aussi ou pas du tout? Ma mère, ouais. Elle était prof d'informatique. En partie. Alors, attention. Non, prof d'informatique, PC, des années 2000. Ah, mais donc, ça, quand t'es prof d'informatique, tu travailles pas généralement avec les machines, qui viennent de sortir. Ouais, non. Donc voilà, c'était des vieilles machines, mais encore, c'était des écrans plats, donc c'était vraiment, ouais, je me souviens, c'était 2002-2003, donc c'était il y a très longtemps, mais c'était les premiers écrans plats. Et ça m'intéressait, ouais, comme ça, vite fait. Et puis après, je sais pas, j'ai découvert l'univers d'Apple, l'iPod de première génération et tout ça. Je dis mais c'est trop cool ce truc, c'est trop cool, j'en veux un. Bon, j'avais 7 ans, tu t'as pas un iPod à 7 ans alors qu'à l'époque ça coûtait super cher. Ouais. Donc non, j'avais pas d'iPod. Et chaque année, je voulais un iPod. Et puis après, je vois l'iPhone arriver, je dis waouh, mais ça je le veux, c'est clair. Sauf qu'encore, à 8 ans, t'as pas un iPhone. Non. À l'époque. Aujourd'hui, tu peux en avoir, mais à l'époque, t'avais pas d'iPhone. C'était que les chefs d'entreprise qui en avaient. Et après, je me dis, mais il y a l'iPod Touch qui est là. Du coup, en fait, tout l'argent que j'avais économisé des années en amont, parce que je voulais mon iPod, je l'ai mis dans l'iPod Touch. Okay. Donc, en 2008. Et j'ai commencé comme ça. C'était mon tout premier produit Apple et tout ça. Et après, je dis, mais c'est génial, ce truc. Et du coup, après, je suis tombé dedans comme Obélix et je suis resté petit. Et depuis, je consomme que de la tech. Et quelques explications sur ton nom, DI Collection, même si on voit à peu près à quoi ça fait référence. T'avais peut-être d'autres noms, t'as une anecdote à nous raconter? Non. Alors, justement, t'étais fixé sur ce nom. Le nom officiel entre guillemets quand on va sur ma chaîne, je crois dans l'URL, c'est The HP Collection. Non pas pour les ordinateurs HP, ça pourrait, parce qu'en fait c'était The Harry Potter Collection. Ah. Voilà, parce que je faisais la collection du coup des trucs Harry Potter et en même temps je faisais la collection des trucs high-tech. Et à l'époque c'était que du Apple parce que une fois que t'as du Apple, tu consommes Apple. Et du coup à l'époque le mot la lettre qui définissait Apple c'était le i. iPhone, iPad, iPod. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, mais un peu moins. Maintenant c'est Apple Watch, Apple Maps, Apple Music et tout ça. Donc voilà. The e-collection, pour qu'on le dise à la si l'aventure dans les mois à venir, tu tombes red dingue amoureux de HP, tu seras prêt. Exactement, je serai prêt, je serai même plus que prêt. Ok, cool. Alors, comme on le disait au début du podcast, tu reviens d'Hawaï. Alors, c'est pas à titre perso. Non, c'était full pro avec Qualcomm, donc qui est une marque de processeurs de téléphone. Tout l'inverse d'Apple, pour le coup. Parce qu'ils font des processeurs pour les téléphones Android. C'est la première fois que tu y allais, non? Deuxième fois. J'avais fait 2018, pas 2019, 2020, il n'y a pas eu. Et du coup, c'est revenu. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu en 2020? Un petit truc qui est passé par là, mais qui est toujours là. Mais une petite grippette. Si je te pose la question, parce que c'est un thème qui revient régulièrement dans Follow Me, c'est un peu ce rapport que peuvent avoir les créateurs de contenu vis-à-vis des journalistes qui eux travaillent avec de façon plus traditionnelle dans des médias traditionnels. Comment se passe la cohabitation avec les journalistes? Comment ça se passe? Au début, c'était particulier parce que les journalistes nous aimaient pas beaucoup. Quand tu dis au début, c'était il y a quand? 4 ans, 4-5 ans, comme ça. Même ce type d'événement, un peu moins sur ce type d'événement ou juste sur les produits où on avait accès dessus. Parce que les journalistes, les vieux de la vieille, on va dire,
ils se disent mais en fait le mec il sort d'où? Il sort de nulle part, il a pas fait d'école, il a pas fait d'études, il a pas la carte de presse. Pourquoi il est là? Voilà, c'est un imposteur entre guillemets. Et puis après les journalistes ont commencé à voir que on n'était pas que des imposteurs. On connaissait le produit, on travaillait beaucoup, même plus parfois que eux. Parce que nous on va venir avec notre trépied, notre caméra, on va monter la vidéo, on va tout faire sur place, alors que souvent le journaliste il vient, il fait la conférence de presse, il travaille son papier, il fait son interview et il a fini. Je dégrossis, enfin je grossis, mais voilà. Alors que nous, quand on va sur un événement, genre une keynote ou des trucs comme ça, même il y a quelques années, on prenait avec notre trépied, notre caméra, on venait, on suivait, on filmait juste après, on allait prendre en main, on montait, on uploadait, tout ça. Donc en fait, on avait énormément de travail et du coup les journalistes ont commencé à voir que on n'était pas juste là pour profiter du moment et pour juste kiffer et se faire plaisir, alors que non, en fait, on travaillait vraiment. Donc ça a commencé vraiment à s'installer que les journalistes, ils nous considèrent pas comme leur égal, mais ils nous considèrent. Donc c'est très cool. Et on s'entend super bien. Vraiment, moi j'entends avec tout le monde et ça c'est trop cool. Et on apprend des journalistes parce qu'ils ont un background que nous on n'a pas. Ils ont une façon de travailler que nous on n'a pas, et une façon d'écrire. Et c'est deux mondes différents mais qui peuvent cohabiter ensemble. Tu sens que leur regard a changé du coup. Ouais, parce que on le voit, même eux aujourd'hui, les journalistes mettent sur le média qui est la vidéo. Beaucoup. Et la vidéo c'est le futur, j'ai envie de dire, parce que écrire c'est très cool, mais il faut le lire. Et lire, on a la flemme de lire. On a soit envie d'écouter, soit envie de regarder. Et en plus de ça, quand on fait une vidéo, on a la démonstration du produit, on peut voir comment ça marche, comment ça fonctionne, et on peut dire autant de choses que quand on écrit. Sauf que du coup, c'est beaucoup plus vivant. Donc les journalistes se mettent à la vidéo, et on le voit aujourd'hui, tous les médias se mettent à la vidéo. Donc finalement, ils nous comprennent. Donc ils nous copient comme nous, on les a un peu copiés aussi à l'époque. Ça me fait penser à une anecdote assez rapide, mais c'était il y a plus de 10 ans, quand je travaillais pour un magazine informatique qui s'appelait Science et Vie Micro, et pour lequel j'avais créé le tout premier podcast vidéo. Et donc on faisait des vidéos de produits. D'ailleurs, l'une des vidéos qui avait le mieux marché, c'était celui sur l'iPhone 1 qu'on avait réussi à faire venir des États-Unis grâce à nos confrères d'SVM Mac. Bref, et donc on faisait on faisait un déjeuner de presse avec des journalistes spécialisés dans les médias pour leur expliquer la nouvelle formule du magazine, qu'on allait faire de la vidéo, etc. C'était il y a plus de 10 ans. Et la journaliste, je me rappelle de son nom, mais je vais pas la citer ici. Elle me disait mais je comprends pas, pourquoi la vidéo? Pourquoi vous faites de la vidéo? Donc j'essayais de lui expliquer ce que tu m'expliques là. Je lui disais mais évidemment ça va pas remplacer le texte ou le magazine, c'est un regard complémentaire, ça a l'avantage de pouvoir montrer le produit sous tous ses angles. Mais oui, mais on peut le faire avec un bon article. Je comprends pas cet engouement pour la vidéo, ça marchera jamais. Et j'ai failli vraiment, on était un peu vénère, tu vois, durant le déjeuner. C'est comme le PDG de Nokia qui avait dit. Je crois qu'elle travaille plus, elle est plus journaliste aujourd'hui. Il avait dit que l'iPhone n'allait jamais marcher, qui veut un téléphone sans clavier. Ça, des exemples comme ça, on en a. On le voit aujourd'hui. On en a tellement. Ça n'existe plus. À quoi ça ressemble une journée de Jean-Baptiste? C'est tellement différent tous les jours. C'est hallucinant. Vraiment, c'est très dense. Il y a beaucoup de choses à faire, mais chaque journée se ressemble pas. Parce que moi, j'ai comme particularité de tout faire tout seul. J'ai pas d'équipe, j'ai rien. Je fais tout seul. Du premier mail à la publication, je fais tout seul. Donc, il y a beaucoup de choses. Ouais, et justement, c'est un sujet intéressant que j'allais aborder. Tu fais bien d'en parler. Tu es quand même l'un des youtubeurs tech que je trouve, en tout cas personnellement, qui est le plus réactif. Réactif, c'est-à-dire entre une annonce d'un produit, un événement et le moment où tu publies ta vidéo sur ta chaîne, je trouve que le délai est quand même super court, et au-delà de ce délai, t'arrives quand même à maintenir une qualité de prod assez je suis un robot assez propre. Non mais c'est hyper intéressant parce que tout souvent quand on veut publier vite on est un peu moins regardant sur la prod, si on est très attaché à la prod on se dit tant pis, je vais pas arriver aussi vite que j'aimerais, mais au moins je prends le temps d'avoir un résultat final qui me plaît tout à fait. Donc comment tu fais? Alors surtout si tu nous dis que là tu es vraiment tout seul. Et juste je finis ma question qui est beaucoup trop longue et j'avais arrêté de poser des questions aussi longues. Non, parce que j'ai vu du coup ce matin ta vidéo que tu as réalisée sur Hawaï, sur Hawaï. Une des premières vidéos que j'ai faites là-bas. Voilà, et je trouve ça dingue. T'es revenu il y a 2 jours et il y a déjà sur ta chaîne YouTube une vidéo où on te voit. C'est sur Fitness Plus, Apple Fitness Plus, qui est hyper cool à regarder, où j'ai appris plein de trucs d'ailleurs. Bravo. Mais voilà, comment tu fais? En vrai, le montage déjà, c'est pas très. Franchement, ce que je fais sur YouTube, c'est pas très compliqué. C'est du cut et après c'est les plans qu'on rajoute par-dessus. Donc je peux casser un peu le délire, mais c'est vraiment pas très compliqué comparé à d'autres qui vont faire des montages beaucoup plus complexes. Mais ça veut
ça veut rien dire en vrai, parce que sur YouTube tu peux faire des trucs hyper complexes qui vont pas marcher, des trucs super simples qui vont marcher. Donc voilà, de ce côté-là c'est ça, et c'est surtout en fait l'habitude. C'est depuis 10 ans que tu montes des vidéos, depuis 10 ans que tu fais toujours ça et que t'as appris à tout faire tout seul. Tu fais ça voilà, hyper vite. T'as ta main sur le clavier, ta main sur le trackpad, tu fais du cut, tu montes, et voilà, ça va tout vite. Mais au-delà du montage, c'est pour que ton montage soit rapide et facile, il faut aussi que tu aies, au moment où tu as fait ta captation, ta prod, que tu anticipes déjà le résultat final que tu vas avoir. Totalement, c'est les automatismes qui se mettent en place petit à petit. Et comme on sait, enfin moi je sais que l'actualité, quand tu veux la faire et la prendre, il faut la prendre, mais directement. Genre après une conférence, tu sors une vidéo dans les 3 heures après. Tu sors pas la vidéo 3 jours après. Ça sert à rien. C'est un truc qui marche au moment voulu. Même, je crois que le lendemain matin, ça sert plus à rien parce que, il s'est passé toute la nuit et il y en a d'autres qui ont peut-être publié avant toi. Donc, moi, l'idée, c'est vraiment pendant la conférence, de prendre toutes les notes possibles et inimaginables. Et puis, juste après, vraiment, dès que le moment que la conférence s'arrête, parce que c'est souvent sur ces moments-là où je publie mes vidéos le plus rapidement possible. Tac, tu pars en prod. Ouais. Enfin, il y a tout mon setup qui est posé. J'appuie sur le bouton rec et en fait, je blablate, voilà, sans texte, sans rien. J'ai de l'impro, j'ai tout ce que j'ai fait pendant la prod, c'est encore, dans la conf, c'est encore chaud dans ma tête. Je fais mon blabla. Puis après, je pars en montage. Mais si on prend l'exemple de ta vidéo là que j'ai regardé ce matin sur Fitness Plus, ça va au-delà juste d'un plan cam où tu parles face cam, parce que t'as des, on te voit en mobilité, il y a des plans fixes, il y a des plans larges, il y a des plans serrés, il y a des moments où t'es avec Pepe Garcia. Donc c'est dans son montage. Bon, c'est pas non plus un film de c'est pas Spielberg mais c'est pas non plus juste un reportage face cam où tu racontes ta vie, quoi. Voilà. C'est pas non plus très compliqué parce que c'est juste une organisation. En fait, dans n'importe quel métier, il faut être organisé. Et même sur YouTube, il faut être aussi organisé. Et encore plus quand t'es en déplacement, à faire avec un gros planning et que tu sais qu'en fait, t'as juste une demi-journée pour faire un tournage qui n'est pas du tout lié à ce pourquoi t'es venu. Donc du coup, je suis parti un jour avant pour avoir un jour avant et faire ce sujet-là. Et du coup, je m'étais dit, voilà, je vais faire ci comme ça, après je vais faire ça, après je vais faire ça. Je pars en montage, je vais voir si les plans sont bien, je vais faire doubler le plan pour avoir 2 axes de caméra différentes. Je vais changer de décor pour changer tout ça. Et en fait, voilà, c'est des automatismes qui font que, une fois que c'est dans ta tête, tu le fais. Justement, sur l'organisation, comment tu t'organises? Tu as écrit déjà avant le script, on va dire. Tu sais ce qu'il y aura au début, au milieu et à la fin, et tu fais tous tes plans en conséquence, ou bien tu t'adaptes? Je m'adapte. En vrai, il y a encore, peut-être encore jusqu'à il y a 2-3 ans, je faisais aucun script, rien. Parce que j'aimais bien parler comme ça et déblatérer de tout ce que j'ai dans ma tête et de tout ce que j'ai envie de dire. Depuis quelques années, j'écris, pas tout, mais j'écris en partie ce que je vais dire pour être sûr de ne pas oublier des choses que je dois dire. Parce que comme je sors 2-3 vidéos par semaine, et encore plus l'année dernière avec tout ce qui s'est passé, il y a eu encore plus de produits high-tech qui sont sortis. Et parfois, ça m'arrive d'être sur 2 ou 3 vidéos à la fois. Donc en fait, après, je vais m'y perdre. Donc maintenant, j'écris vraiment la majorité des choses. Puis après, je parle comme si je parlais là, actuellement avec toi. Mais surtout, ce qui va être intéressant, et dans les déplacements comme il se passe à Hawaï, c'est de faire un planning, entre guillemets, sur ton tournage, de dire, voilà, il faut que l'intro soit tournée là. Après, il faut que ce plan du sport, il soit tourné ici comme ça. Je vais faire un double cam, donc il faut que ça me prenne 20 minutes. Puis après, je vais changer de spot. Puis après, je partir en montage. Puis après, il faudra que je pense la miniature. Donc pour la miniature, il faut penser à me mettre moi avec ci, comme ça. Donc tu réfléchis tout le temps. Et pendant que tu fais ton tournage, tu penses à la miniature, tu penses au titre, tu penses au montage. Et en fait, c'est moins sexy à faire, vraiment, parce que tu profites pas autant que si t'es juste vraiment là, c'était sur Apple Fitness Plus, donc c'est sur la partie sportive. Donc là, il fallait que je pense donc à la caméra qui me filmait, à faire du sport, à comprendre en anglais, mais à lire les sous-titres, à comprendre les mouvements, à regarder les gens qui me regardaient, à voir la météo, à savoir si le son était bien capté. Il y avait beaucoup de choses à gérer, mais c'était grave cool. Mais ça c'est des choses aussi que tu as, des méthodes que tu as acquises au fil du temps. Ça fait 10 ans que tu fais ça. J'imagine que tes toutes premières vidéothèques n'ont pas ça du tout. Absolument rien à voir avec celles que tu fais. Mais même il y a 1 an, quand je me compare il y a 1 an, et même il y a 2 ans, chaque année je me compare, je me dis, mais ouais, ça n'a rien à voir en fait. À chaque fois on se dit qu'on arrivait à un stade assez gros, assez haut en termes de qualité ou comme on peut faire, mais je me rends compte que chaque année ça évolue, que ce soit sur la façon de tourner ces vidéos, sur le matériel, sur l'éclairage, sur tout ça. Ça évolue tout le temps, et c'est trop cool je trouve, parce que ça veut dire qu'en fait on s'arrête jamais d'évoluer. Justement, c'est la question que j'allais te poser. C'est quoi ton matos de prédilection? T'es parti avec quoi par exemple à Hawaï? Donc là, t'es en autonomie. T'es parti avec quel matos? Je suis parti avec un A7C de Sony. C'est ma caméra de tous les jours, parce que en vrai je suis pas photographe, je suis pas vidéaste. On me l'a conseillé, j'ai dit bingo banco, je le prends, basta. Donc j'ai acheté il y a 1 an avec un objectif. Là j'ai pris un 16-35
pour être le plus polyvalent possible, parce que ça permet d'avoir un ultra grand angle en 16 et un truc un peu plus serré en 35 avec un bokeh sympa. Mais habituellement, quand je suis chez moi, je tourne avec un 50 mm. Donc c'est avec un truc avec un très gros bokeh, parce que j'aime bien quand il y a du flou derrière, ça fait très humain et c'est joli. Donc mais là, ouais, pour y revenir, je suis parti avec la 7C, un objectif, un trépied, un GorillaPod et des micros et basta. Et ça suffit. C'était le setup le plus. Et t'étais en double cam, ça veut dire que tu filmes aussi? Non, je bougeais la cam à chaque fois. Donc en fait, je refaisais deux fois. Ouais. Parce que si tu fais une double cam t'as 3 valises à prendre avec toi, quoi. Donc non, je faisais le truc avec une caméra en face, puis après je refaisais le truc avec une caméra à droite, et même parfois ça m'arrivait de refaire le truc avec une caméra un peu plus loin. Ah, ça doit pas être évident pour tes plans de coupe, pour que ce soit cohérent. Franchement, là, bravo. comme pour le coup, c'était une séance de sport, donc les mouvements étaient toujours les mêmes. Oui. Donc, du coup, tu refais exactement la même chose, et après au montage, tu places comme il faut. Tu disais que tes vidéos actuelles tes vidéos d'il y a encore un an, donc c'est récent, n'ont rien à voir avec celles que tu faisais aujourd'hui, donc que tu es en constante progression. J'imagine que tu te dis que tu peux encore progresser sur la prod. Sur quoi, par exemple, sur plein de trucs. Tu penses que tu pourrais progresser sur le rythme, le volume de vidéos que t'es capable de produire. Alors le volume, le rendu. Le volume, je pense pas, parce que je suis quand même à 3 vidéos tout seul, c'est vraiment beaucoup. Non, je pense que je peux évoluer sur la qualité en elle-même, peut-être de la vidéo, sur l'éclairage, sur la façon de tourner, sur la colorimétrie, sur plein de trucs, les détails. Comme le diable se cache dans les détails, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui va pas pour se dire qu'on peut faire mieux, changer d'objectif, changer de plein de trucs. Donc ou même au montage, rajouter des effets, rajouter des textes, rajouter des mouvements et tout ça. Des trucs fins, pas trop, parce que sinon ça va faire comme MSN à l'époque où t'écrivais une lettre et un mot avait un truc différent et c'était dégueulasse. Si t'as trop de montage et trop d'effets dans une vidéo, c'est pas agréable. Donc il faut être très sobre. Moi mes vidéos elles sont très 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 simples. C'est juste j'essaie de faire au mieux, mais simple. Dernière question sur la prod, mais j'ai l'intuition aussi que l'une de tes clés, c'est d'avoir assez peu de rush au final. Ouais. Je me trompe? Alors, en vrai, j'ai pas mal de rush quand je fais des vidéos. Genre... Ok, je me trompe. Non, en fait, ça dépend. Ça dépend les vidéos. Il y a des vidéos, il y a peu de rush. Enfin, ça dépend. La face cam, il y a un rush. C'est quand je parle et je fais mon blabla assis ou debout. Il y a un rush. Une prise. Basta. Ce que je vais faire par-dessus, c'est des plans d'insert de produits. Quand je parle d'un Mac ou d'un téléphone, un test par exemple, je vais faire plein de plans, beaucoup de plans du produit en mouvement que je vais rajouter par-dessus pour habiller justement la vidéo. Et ça c'est ce qui demande le plus de temps parce que comme tu fais ça tout seul, il faut j'ai des robots en fait qui font ça, enfin des robots. Non, c'est vrai, les sliders et tout ça qui font ça pour moi. Robotisés, voilà, des trucs robotisés qui font ça pour moi. Et en fait, chaque fois il faut le setuper dans des endroits différents. Donc ça prend beaucoup de temps. Et donc je fais le maximum de rush pour tout changer et pour qu'il y ait vraiment jamais 2 fois le même plan dans une vidéo. Et que dans toutes mes vidéos, on voit le moins possible mon visage, entre guillemets, parce que c'est pas intéressant de me voir parler. Parce qu'il est assez désagréable. Exactement. On a envie dans une vidéo de voir, quand on clique pour voir, je sais pas, le test d'un téléphone, on veut voir que le téléphone. On veut pas voir la personne qui parle, on s'en fout, autant entendre sa voix. Donc j'essaie de faire le maximum de plans justement pour habiller et que la personne qui vient voir une vidéo se dise ah bah ouais en fait j'ai vu que le téléphone en mouvement, en utilisation. Donc je fais quand même pas mal de plans, ouais. Ok. Sur les plateformes, c'est quoi tes plateformes favorites? Alors YouTube évidemment. Ouais. J'aime bien Instagram aussi. Okay. Je suis peu actif sur Instagram parce que j'ai pas le temps d'être actif sur Instagram. J'aimerais bien être actif, hein, mais j'ai pas le temps parce que YouTube, ça me prend tellement de temps justement que j'ai le temps d'aller nulle part autre part. Voilà, et enfin nullement autre part. Donc Insta j'aime bien, Twitter j'aime bien aussi. Facebook c'est en perdition, je trouve, malheureusement. J'allais te poser la question aussi. Il y en a qui commencent à publier leurs vidéos sur Facebook. Tu les relayes toi aussi, hein, régulièrement, je les relaye juste. C'est quasi peut-être en publication automatique, peut-être. Même pas. Non, même pas. Je prends le temps juste de partager, d'écrire, mais non, c'est pas intéressant Facebook parce que il y a pas grand chose qui se passe. Sauf si tu uploads une vidéo sur Facebook que t'as remonté à la sauce Facebook. Mais il faut avoir du temps, et j'ai pas le temps de le faire, donc je le fais pas. C'est une question que j'allais te poser justement sur cette partie concernant les plateformes. Est-ce que tu anticipes aussi, peut-être tu dis, tiens, cette vidéo, je sais pas, Fitness Plus, est-ce que je vais en faire une déclinaison pour en Reels sur Insta, ou pour TikTok, ou pour Twitter, ou tu te dis non, moi je mets le paquet sur YouTube, et le reste... Bon, je les anime, je les entretiens, mais c'est pas mon sujet principal. Aujourd'hui, c'est ça, parce que j'ai vraiment pas le temps d'aller autre part. Et de tout remonter 2 fois, 3 fois, 4 fois différemment sur d'autres plateformes. Faut que je le fasse.
Juste, il faut que j'ai le plus de temps possible. Mais une vidéo, ça prend tellement de temps, parce qu'il y a pas que la vidéo. Après, il y a tout ce qui se passe à côté, plus ma vie à moi. Donc, en fait, si je dois remonter une vidéo à la sauce Facebook, qui est proprement à Facebook, en carré avec les sous-titres et tout ça, une vidéo Reels qui va être en vertical, avec des sous-titres et différents, une vidéo TikTok qui va être beaucoup plus courte, ça te prend une semaine pour faire tout ça. Et t'as pas trouvé d'outils aujourd'hui qui te permettaient de le faire je m'y suis pas penché plus que facile, ça, en vrai. Je pourrais m'y pencher un peu plus pour le faire, mais j'en vois pas aujourd'hui. J'en ai pas besoin. J'en vois pas l'intérêt aujourd'hui. Je sais qu'il faut que je le fasse. Un jour ou l'autre, ça viendra. C'est comme Twitch. Faut que je me lance sur Twitch parce que tout le monde y est sur Twitch et que c'est hyper intéressant de parler d'une façon différente que sur YouTube. Sur YouTube, moi, ce que je fais, c'est très monté, c'est très beau, c'est très propre, c'est très carré. Sur Twitch, ça peut être un peu plus sale, entre guillemets. Instantané, Voilà, c'est du live, donc t'as plus l'interaction avec les gens que je n'ai pas sur YouTube, parce que sur YouTube, l'interaction, tu l'as en commentaire après que la vidéo soit tournée. On parlera après de un peu d'argent dans la limite de ce que tu voudrais bien nous dire, mais du coup la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi tu ne t'appuies pas sur un collaborateur, même pourquoi pas un stagiaire ou un alternant qui pourrait éventuellement t'aider sur cette partie-là. Parce que j'adore tout faire en fait. C'est mon gros problème, c'est que j'ai envie d'avoir la main sur tout et de tout gérer et comme en fait depuis le début j'ai toujours tout fait, je me dis demain si j'arrête le montage, si j'arrête la miniature, si j'arrête le script ou j'en sais rien, ça va me manquer. Alors je sais qu'à la place, je vais faire d'autres choses qui vont combler ce vide, mais ça va me manquer. Ah ouais, peut-être uniquement sur cette les déclinaisons, on va dire Insta, etc. Ouais, mais c'est clair qu'il faut que je le fasse. Mais c'est souvent dit, on le fait demain et on le fait jamais. Et t'as pas peur que bon, alors YouTube est absolument énorme, évidemment, et qui va pas se planter du jour au lendemain, mais on a tendance à dire aussi qu'il faut éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Ah, totalement d'accord. Et que peut-être que YouTube, le succès qu'a YouTube aujourd'hui ne sera peut-être pas le même dans 4 ans ou 5 ans, et qu'il vaut mieux anticiper, commencer à travailler d'autres formats, d'autres communautés. Totalement d'accord. Je suis pas du tout un exemple de ce côté-là. Alors là, je suis pas à suivre. Non. Ouais, c'est un sujet qui te. Je le sais, je sais très bien. Il faut que je le fasse. Et c'est un projet pour 2022. Il y a beaucoup qui disent, ouais, j'ai 15 milliards de projets, vous allez voir, c'est génial. Moi, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Je le dis, faut que je le fasse. Mais quand, je sais pas. Mais il faut que je le fasse parce que il faut être un peu partout. Pas trop non plus, mais être présent un peu partout et pour se diversifier, juste se diversifier. Et proposer du contenu différent. Là, ouais, j'aurais pu faire des trucs de fou si j'avais eu le temps, encore une fois, sur Insta et tout ça. Mais j'ai pas eu le temps, donc j'ai rien fait. J'ai vu sur ta chaîne YouTube qu'il y avait que certaines vidéos sur des produits Android, donc non Apple, font parfois 2 ou 3 fois plus d'audience que des vidéos que tu as fait sur des iPhones. Comment tu l'expliques ? Eh bah, j'explique pas. Non, si, en vrai, je pense, alors, je crois que tu parles peut-être du Mate X de Huawei. Ouais, ou même de Xiaomi, qui avait bien marché, je crois. Ouais, des vidéos qui font plus de 150 000 vues sur des smartphones Android. Ouais. Qui sont des, il y en a même qui très font beaux des scores. millions. J'avais des trucs sur Android qui ont fait millions ou je sais plus combien. Parce que je crois que c'est sorti encore une fois au bon moment, quand il fallait. Et YouTube, c'est souvent au bon moment où il faut que ça sorte. Et quand ça sort au bon moment. Si c'était dans les recommandations, par exemple. Ouais, je sais que le Mate X que j'avais sorti, c'était, Huawei nous avait invité un matin, le lendemain du MWC, c'est un salon à Barcelone, mais à Paris, un matin très très tôt à 8h, un vendredi, personne voulait y aller, tout ça. J'ai dit, moi je viens direct. Il y a le Mate X, c'est leur smartphone pliable à l'époque, et c'est totalement innovant. Il avait été annoncé 2 jours avant avec à Barcelone. Sur l'extérieur. C'est ça. Contrairement à Samsung. Exactement. Et du coup, j'ai dit, banco, j'y vais. J'avais 2 minutes avec le produit, j'ai fait le maximum de plans. Bon, voilà, ça donnait ce que ça donnait, mais la vidéo elle a cartonné et parce que les gens étaient intéressés par. Là, tu l'as publié le jour même. Ah ouais, j'ai publié le matin même. Direct, j'ai monté, je crois, dans la rue ou un McDo à côté, un truc comme ça. Non, je te jure, j'ai monté le plus rapidement possible parce que je me suis dit, il faut que ça sorte maintenant. C'est l'actu du moment, il faut que ça sorte aujourd'hui. Tu montes avec quoi d'ailleurs ? On en a pas parlé. Final Cut. Ouais, sur Mac depuis très longtemps. Et comme j'ai tout un écosystème Apple, voilà, Final Cut c'est la valeur sûre et c'est très très simple. Très très sobre, mais ça marche très bien. Tout à fait. Tu lis les commentaires ? Tout le temps, ouais, tout le temps, et j'y réponds comme, dès que je peux, j'y réponds. Quand j'ai dans le métro, parfois, quand j'attends, je suis sur YouTube et je regarde les commentaires et j'y réponds. Mais même les DM Insta, les DM Twitter, dès que j'en ai, j'y réponds.
quand c'est intéressant, parce que si c'est t'es moche, bah ça sert à rien de répondre, ça je le sais, pas besoin de me le redire. Mais ouais, j'y réponds au maximum. C'était mon autre question. Comment tu gères les haters? Parce qu'il y en a toujours. Même si tu fais un super boulot, que t'es super carré, il y en a toujours. Je laisse passer quoi. Enfin, la meilleure réponse c'est l'ignorance. Donc franchement, je réponds pas et voilà. Ou alors parfois j'aime bien répondre, mais genre à l'inverse, genre rigoler sur ça et ou dire une blague, j'en sais rien et après j'aime bien voir ce qu'il va dire. Ça retourne le truc. Ouais. Exactement, retourner et voir. Souvent les personnes ne répondent pas. Donc c'est un conseil que tu donnes d'ailleurs à tous les créateurs en herbe qui nous écoutent. Ouais, faut pas trop prendre au sérieux ce qu'on dit sur YouTube en commentaire, ce que les gens peuvent mettre, parce que ça peut être très gentil d'un côté et c'est très cool, mais ça peut aussi être très méchant et ça peut très toucher profondément dans le cœur de la personne. Ah oui. Et il faut faire gaffe parce que faut pas tout prendre au pied de la lettre. La personne elle peut dire que c'est la merde et tout ça, mais si par contre le contenu, si son message négatif est argumenté, c'est que justement il y a peut-être quelque chose à revoir. Mais si c'est juste une insulte comme ça, faut pas la prendre, il faut la laisser et se dire c'est même pas, ça nous concerne pas, c'est pour une autre personne. On va suivre le conseil. C'est quoi ton plus gros achievement en tant que influenceur / créateur de contenu, là où tu te dis wow, là c'est quand même ouf ce qui est en train de se passer? D'avoir testé un Wiko. Non, je déconne. C'est pas gentil. Non, en vrai non, j'aime bien, ils sont très gentils Wiko. Non, c'est tu dois savoir, non? Je sais pas. Non, d'être allé à des keynote Apple. Ouais. Ça c'était fou. C'était mon rêve quand j'étais tout petit. Vraiment, genre en 2008, 2009, je regardais les confs Apple et je me disais ce serait cool si j'y allais un jour. Et comment tu peux rêver dans ta tête de dire qu'un jour tu vas y aller alors que tu sors de nulle part. Du coup, quand j'ai pu aller, j'y suis allé à deux ou trois reprises, je sais plus. C'était fou. 2 reprises. Avant le Covid, évidemment. J'ai fait la dernière en septembre 2019, je crois. Qu'est-ce qui a fait à ton avis que tu t'es retrouvé à un moment donné invité parmi des journalistes de grands médias, parce que je suis bien placé pour savoir que les journalistes invités à venir sur place sont quand même des journalistes assez fat, on va dire, et puis quelques créateurs de contenu, quelques influenceurs aussi, mais c'est pas la majorité. Très rare. C'est très rare. Ah ouais. Qu'est-ce qui a fait à ton avis que au bout d'un moment tu as été invité là-bas? Je sais pas trop. Je pense que c'est l'ensemble de ce que je fais, le bon moment, ça fait très longtemps que je parle d'Apple aussi sur ma chaîne YouTube, donc je suis très connoté Apple. Donc je pense que peut-être Apple aime bien mon contenu. Et du coup du coup ils se sont dit tiens allez, lui c'est intéressant ce qu'il fait, on aime bien, allez on va voir ce qu'il peut faire sur place. Il est rapide pour faire du contenu, il va nous faire une vidéo rapidement sur le contenu, ça va pas louper. La vidéo elle a fait 1 million de vues, donc c'était génial. Donc c'est clair que c'est pareil, si tu vas sur un événement comme ça et que tu publies ta vidéo ou ton contenu 2 jours après, même 1 jour après, ça a plus d'intérêt. Faut le publier directement. Et c'est pareil, là, après la conf, il y a la prise en main. Du coup, j'étais là avec ma caméra, mon trépied, ma veste qui faisait un peu chaud, un peu froid, tout ça. Donc t'es hyper chargé, tu filmes, tu transpires. Et puis tu te mets la pression parce que tu dis, attends, c'est ma première, il faut que je sois au niveau. Et surtout, mais il y a beaucoup de monde, on était, je crois, c'était au Steve Jobs Theater, donc il y avait 1000 places. Donc t'as 1000 personnes qui veulent aller prendre des produits. Guerre. C'est c'est ça, c'est la guerre. Ça c'est le truc que les gens voient pas, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui veulent prendre des produits. Donc c'est galère de te payer un chemin, d'avoir le téléphone qu'il faut, toutes les couleurs et tout ça, puis après te poser pour faire la face cam, puis monter. Du coup, en fait, j'ai monté par terre dans le Steve Jobs Theater. Et c'est une scène assez courante d'ailleurs dans ce type d'événement, tu vois. C'est pas journalistes ou d'influenceurs taper leur papier, faire leur vidéo à même le sol. Alors l'avantage là-bas, c'est à côté d'une prise de courant. Le sol est tellement lustré que tu pourrais même dormir là-bas par terre. Le Wi-Fi est tellement puissant que en 1 seconde, elle a été uploadée ma vidéo. Mais ouais. Et même, je m'en souviens parce que la conf, je sais pas, c'était le matin là-bas, du coup décalage horaire, parce que c'était à Cupertino, c'était la soir tard en France. Ma vidéo était sortie, je crois, vers minuit. Et elle a quand même cartonné. Alors que j'aurais pu en France, si j'avais sorti ma vidéo, elle s'est sortie plus vers 21h, 22h, mais sans avoir pris en main les produits. Donc en prenant vraiment en main les produits, t'as une plus-value de fou. Et surtout quand t'étais tout seul, parce que j'avais regardé les médias qui étaient avec moi et personne n'avait fait une vidéo sur le produit. Ils avaient tous fait des papiers. Donc j'étais le seul en France à pouvoir faire une vidéo des produits en démonstration sur YouTube. Donc ça, c'était trop cool. Ouais, carrément. Non, parmi les achievements que je m'étais noté, où je me suis dit, tiens, peut-être qu'il va les citer, il y avait quand même l'interview de Craig Federighi, senior vice-président côté soft, donc logiciel d'Apple. C'est quand même assez ouf. Ouais, c'était énorme, c'était très cool. Alors, très stressant. Oui. Ah ouais, j'étais... En anglais. Ouais, je faisais pas le malin.
Et mais ça s'est bien passé. Après c'est le showman à l'américaine, hein. Franchement, ça se voit. C'était très très cool, très rapide mais très cool et très stressant. Donc si c'était à refaire, je le referai. Et je pense que maintenant que je l'ai fait une fois, je serai moins stressé pour la deuxième. Et ça, tu l'as mis sur Instagram pour le coup. Ouais, parce que c'est un contenu qui était pas à faire de suite. Genre c'est un contenu qui a été fait avant, et il y a eu quelques jours avant de le sortir. Du coup, j'avais le temps pour le coup de faire ce contenu sur plusieurs plateformes, et je me suis dit que c'était un contenu adapté pour le coup à plusieurs plateformes, et un contenu facile à adapter à plusieurs plateformes. Donc c'était sur Insta en IGTV et sur YouTube. Et il y a aussi ce selfie vidéo que tu as pris avec Tim Cook. Alors, et que tu épingles fièrement sur c'est lui qui s'incrustait dans ma vidéo. C'est très cool. Non, c'était sympa ce moment d'ailleurs. Ouais. Là, c'est pareil, c'est le truc que tu te dis, mais non, c'est pas possible. Je me filme au détour, je filme des plans, puis je retourne ma caméra et je me filme moi. Et il passe derrière. Et je fais le peace and love avec ma main. Et il vient, il fait pareil. Et il repart. Tranquille, ni vu ni connu, je t'en veux. Ouais. Non mais c'était assez fou et tout le monde était là en mode what. Et c'était rigolo. Qui lui? Ouais, et du coup c'était trop rigolo. Faudrait que tu vendes ce moment à NFT, hein, tu pourrais te faire de l'argent. Ah, il a liké mon tweet, Tim Cook. Hein. Justement, on fait une transition sur l'argent. Comment tu gagnes ta vie? Je gagne ma vie parce que je suis youtubeur. Non, j'ai Non, en vrai, moi, je monétise mes vidéos comme tout le monde sur YouTube. Donc avec la plateforme publicitaire de. Ouais, c'est ça, le truc, les pubs avant, pendant ou après. C'est ça. Et les placements de produits qu'il peut y avoir dans mes vidéos. Je fais peu de placements de produits parce que je veux pas trop en faire. Parce que trop de placements de produits tue les placements de produits et du coup, par corrélation, tue les vidéos. Donc du coup, je fais que les trucs dont je pense qu'il y a vraiment un intérêt. Et du coup, je limite vraiment au maximum de ce que je peux faire parce que j'ai pas envie non plus de parler de tous les trucs qui sont cool mais qui sont pas trop cool et tout ça. Donc dès que j'ai un truc très cool qui m'est proposé, je fonce, je le fais. Et c'est pour ça que les gens en fait, ils sont même pas là en mode encore un placement de produit, c'est chiant et tout ça. Non, les gens ils sont contents parce que du coup le produit que je leur présentais, en fait, il est grave cool. Donc il y a les placements de produits et la pub YouTube. Comment tu les trouves tes sponsors? Tu t'es adossé à, je sais pas, une régie, un agent? Et non. Tu fais tout seul. Il fait vraiment tout seul. Je fais tout seul, ouais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non, ça prend beaucoup de temps, vraiment, beaucoup de temps de faire des mails et tout ça. Encore plus, là, la semaine dernière, quand t'es en décalage d'horaire de 11 heures, en fait, tu commences ta journée, la France l'a fini, et inversement. Donc, non, tu passes tes journées à faire des mails. Donc c'est pas le truc le plus sexy à faire. Mais c'est hyper intéressant parce que tu apprends plein de choses en faisant des mails, en rencontrant des agences, des marques. C'est en plus ça grandit d'année en année. Je sais qu'à l'époque, il y avait peu de placements de produits, même peu de vidéos sponsorisées sur YouTube. Là, c'était 2015, 2016, on va dire. Parce que les marques se disaient, mais comment sur YouTube on peut placer un produit et être rentable en investissant de l'argent et tout ça. Finalement, en fait, elles se rendent compte que c'est parfois beaucoup plus intelligent de mettre de l'argent sur YouTube dans une vidéo sponsorisée qui va coûter 100 fois moins cher qu'une pub que tu as placée sur TF1. Parce que sur YouTube, t'es ciblé directement. Et encore plus dans la tech, où tu sais que le titre, il y aura ton produit de cité, la miniature, il y aura ton produit, la description, il y aura ton produit, il y aura un lien traqué, il y aura toute la vidéo où on va parler de ton produit. Et ça va coûter beaucoup moins cher qu'une publicité qui va cibler la grand-mère du coin. Ça, et puis il y a la force de la caution aussi. C'est TF1 qui parle d'un produit ou JB qui parle d'un produit, ça n'a pas non plus la même force et la même valeur en termes de recommandation, ça c'est sûr. Alors moi je me compare pas à TF1, loin de là. Mais non, je parle juste en termes de circuit de communication. C'est ça. Et l'audience qui va sur YouTube est une audience qui encore plus sur une chaîne tech qui s'intéresse à la tech et qui va s'intéresser par ce produit-là. Et même si elle va pas l'acheter, elle va en entendre parler, elle va pouvoir en parler à ses amis et le recommander indirectement. C'est hyper important pour les marques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un marché hyper grandissant et florissant, tout ce qui est sponsorisation, tout ce qui est tout ça. Parce que les marques s'y retrouvent. Si les marques s'y retrouvaient pas, ce sera arrêté depuis longtemps. Alors, comment tu gères un peu l'équilibre pas toujours évident à trouver entre ton indépendance éditoriale, la nécessité de quand même gagner ta vie avec tes vidéos. Comment tu fais? Parce que tu restes un entrepreneur. Alors, peut-être que tu vas nous dire quelle structure tu as créée derrière DI Collection. Ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent. Mais comment tu gères ça? Parce que il y a parfois tu te dis
bon, là, j'ai tel ou tel partenariat qui m'est proposé. La marque est ok, elle est cool, mais j'ai pas non plus ultra envie de le faire. Mais en même temps, là, j'ai pas beaucoup de visibilité sur les 3-4 prochains mois. Comment tu gères ça? Bah en vrai, c'est exactement ce que tu dis. Il y a toujours la période septembre-décembre où tu sais que même si en août t'as rien qui t'est proposé, il y a toujours un truc qui se passe parce qu'il y a tout qui sort, il y a Noël qui arrive, le Black Friday, la rentrée, bref, c'est vraiment la meilleure période de l'année. Dès le mois de janvier, pouf, ça repart à zéro parce que de 1, les marques ont plus de budget, elles ont tout mis pour Noël donc il y a plus rien. De 2, les produits, il n'y en a aucun qui sortent après Noël parce que du coup les gens vont pas acheter. Et puis il y a le CES. Ouais, il y a le CES, mais CES, tous les produits qui sont présentés, t'en as 3 qui sortent et s'ils sortent, c'est 3 ans après, et pourra jamais. Donc il y a toujours des périodes de l'année où c'est hyper creux. Donc en fait, t'es là, tu dis, on me propose ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors peut-être t'aurais refusé quelques mois avant parce que t'avais trop de trucs à faire et t'aurais pas eu le temps de l'assimiler dans tes vidéos. Moi, je suis toujours partisan de voir très avant. Ouais, un mois et demi à peu près avant, j'essaie de voir ce que je vais sortir pour déjà moi dans ma tête me dire bon, c'est bon, j'ai quelques vidéos que je peux faire, je vais pas être stressé à me dire j'ai aucune vidéo à sortir. J'essaie d'avoir un mois et demi de vidéos prévues. Attention. Ça, c'est sur le volet édito. Ouais, mais même en parle pas de tes partenariats, ouais. Justement, parce que du coup, ça en découle sur ça. Si je me dis j'ai suffisamment de vidéos en fait à sortir, ça va me suffire parce que il y aura la publicité qui va permettre justement d'avoir des rentrées d'argent et ça peut faire le job. Si un placement produit qui arrive ou une vidéo sponsor qui arrive, c'est tout bénef. Si encore mieux, si le produit il est génial et que je l'attendais, il est trop cool, c'est génial. Mais j'essaie toujours moi d'avoir des vidéos prévues qui moi vont me faire kiffer à réaliser avant même d'aller chercher des partenariats. Parce que si tu fais que des partenariats, c'est sponsorisé, donc les gens le voient et du coup ils vont moins regarder tes vidéos. Sans nous donner les chiffres évidemment, c'est quoi la part de tes revenus entre la pub qui t'est poussée par Google et tes partenariats? Il y a plus de revenus en partenariat qu'en pub, ça c'est clair. La pub ça paye très bien, mais c'est beaucoup moins. Faut faire du volume. Ouais, il faut faire exactement, il faut faire du gros volume pour être payé sur YouTube. Et encore une fois, ça dépend de chaque plateforme, enfin de chaque thématique, parce que les annonceurs vont pas mettre autant sur quelqu'un qui fait une vidéo sur la pêche, par exemple, qu'un mec qui va faire des vidéos sur la tech, sachant que la tech, aujourd'hui, 90% des gens vont acheter des cadeaux de Noël high-tech souvent. Avec des paniers moyens plus élevés que dans l'univers de la pêche aussi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, les annonceurs, ils adorent vraiment le côté tech sur YouTube. Donc je suis bien tombé pour le coup, c'est cool. Et juste, t'es organisé comment? T'as une SAS, t'es auto-entrepreneur? J'ai une SAS, ouais. Ok. Ouais. Depuis, je sais plus que quelques années, mais j'étais auto-entrepreneur avant, ouais, bien sûr. Ça marche. Et t'as déjà réfléchi au tipping, Patreon, etc. Oui et non. Oui parce que je réfléchis à tout. Non parce que je m'engagerai sur un truc en fait où je sais même pas si je vais le respecter ou tout ça, ou si je vais avoir le temps, parce que comme je t'ai dit, j'ai très peu de temps déjà devant moi. Donc si en plus de ça je devrais faire du contenu exclusif entre guillemets pour des gens qui vont payer, je vais être redevable, donc je vais devoir faire beaucoup plus de choses et j'ai peur d'être moins moi si je suis redevable pour des choses comme ça que si en fait je suis libre de faire ce que je veux et de vivre aujourd'hui avec YouTube comme je suis aujourd'hui. Ok. Et on t'a déjà demandé de faire des trucs qui seraient très rémunérateurs mais qui allaient beaucoup trop loin? Alors, beaucoup trop loin, non. Très rémunérateur, oui. Et j'ai refusé parce que soit j'avais pas le temps, soit je me suis dit mais pourquoi moi en fait? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi je vais aller faire ça? Ou alors trop compliqué ou trop de trucs à faire qui t'empêcheraient de faire d'autres choses à côté. Donc ouais, il y en a eu vraiment beaucoup, mais comme moi je mets vraiment la passion avant tout. Tout le reste ça passe après. Donc si je vois pas vraiment l'intérêt et si ça me prend trop de temps, si c'est trop compliqué, je préfère pas le faire et laisser ça aux autres et voilà. Ok, très clair. Bon, comment tu vois l'avenir, JB? Bon, même si tu n'es pas voyant et devin, mais t'es plutôt du genre inquiet, soucieux, en te disant bon, là, j'ai pas trop de visibilité, là, je sais pas trop ce que je vais faire dans 6-12 mois, ou t'es confiant et tu te dis non mais c'est ok, ça fait 10 ans que je fais ça fait 10 ans que je vis quand même dans cette relative précarité et je sais ce que je vaux et je sais que ça va le faire. C'est un peu des deux parce que à chaque fois je me dis mais attends, dans 3 mois je sais même pas qu'est-ce que je vais faire, c'est un peu chelou, mais à chaque fois en fait depuis 4-5 ans je me dis ça et finalement je me rends compte que 3 mois après en fait j'ai plein de trucs à faire. Donc maintenant j'ai pris l'habitude de me dire que j'ai rien à faire, en fait j'ai plein de trucs qui vont arriver. Donc ça maintenant c'est acté dans ma tête. Mais c'est clair que ce serait cool aussi parfois de se dire c'est un truc hyper stable
établi et puis la facilité. Mais j'aime pas la facilité, j'aime bien avec un peu de piment dans la vie. Tout ce qui est un peu compliqué, c'est mieux parce que ça te permet d'avoir des journées bien différentes et de pas savoir qu'est-ce que tu vas faire dans un an, dans un mois, dans une semaine. Je trouve ça assez cool. Donc ça permet de vraiment avoir une vie totalement changeante et de pouvoir bouger, de pouvoir changer, de pouvoir évoluer, de pouvoir faire plein de trucs. Et même pendant les confinements et tout ça, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a plus de produits qui sortent, il y a plus d'événements, il y a plus rien. Qu'est-ce que je vais faire pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'en sais rien. Et même pendant ça, il y a toujours des trucs qui sont arrivés. Donc je suis confiant parce que c'est ce qui s'est fait depuis des années, mais j'ai toujours ce petit côté voilà, dans 3 mois il y a rien, qu'est-ce que je vais faire? T'as des projets de diversification, donc tu nous as parlé de Twitch tout à l'heure. Moi j'aimerais bien me diversifier dans un peu tout, la tech, la musique, il y a plein de trucs. J'allais en parler juste après. Mais encore une fois, se diversifier, faut avoir le temps. Et j'ai pas le temps. Parce que JB, vous le savez peut-être, sûrement, même si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, c'est un très très bon guitariste. Ah ça. Ça, vous pouvez le suivre sur Instagram. Très très cool ce que tu fais. Merci. Avec ton home studio composé de produits Apple, beaucoup, mais chez moi, sur mon canapé. Ouais, mais c'est aussi une démonstration, la preuve qu'on peut faire des choses très cool et qui avec un rendu. Aujourd'hui, on a des outils très tellement forts qu'on a sur soi, même son téléphone, il permet de faire des trucs fous. Donc faut pas se dire j'ai rien avec moi, je peux pas faire de travail. Non. T'as un téléphone, tu peux filmer, tu peux faire ta vidéo, tu peux l'uploader avec ton téléphone en 4G, enfin tu peux tout faire. Et pareil pour la musique. Et on peut être influenceur à la fois tech et musique et guitare, c'est possible? Ouais, grave. Ouais. Parce t'as des exemples d'ailleurs? Alors non, enfin PV Nova un peu, pas tech, tu vois, okay. Mais il mélange parfois des trucs d'ordinateur avec des logiciels et tout ça. Mais ouais, parce que là t'as aujourd'hui Logic Pro, c'est un logiciel ultra puissant de musique sur Mac. Tellement performant. Aujourd'hui, GarageBand sur iPad, je crois que c'est mon application favorite. Cool. T'as tellement de possibilités, les instruments tactiles, les smart instruments où t'as déjà les accords prédéfinis. Tu peux modifier, mixer. Enfin, c'est trop cool. Même le gars qui a jamais fait de musique, il va te faire un truc de fou dessus. Il peut te faire le prochain David Guetta sans souci en 2 minutes. Donc c'est trop bien. Donc la musique, avec la tech, c'est trop cool. Donc moi, je connecte mes guitares à mes ordis. J'ai des amplis chez moi, mais je préfère utiliser mes ordis parce que je mets mon casque et du coup, je dérange pas les voisins. Et de 2, je peux aussi avoir 15 milliards d'amplis différents pour composer, rajouter du piano, de la batterie et tout ça. Et du coup, c'est trop bien. Surtout si tu fais pas de live, c'est juste pour du home studio. Ça exactement, ouais. Et juste, on en a pas parlé tout à l'heure, mais j'ai remarqué quand même que tu as aussi un site internet. Ouais. Les trucs des années 90. Trucs que j'ai. Non, mais surtout. Non, mais c'est une vraie question parce que. mis à jour depuis très longtemps. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc ça fait très longtemps qu'il a pas été mis à jour 3 ans. Ouais, je crois que 2018. Mais pourtant, il est encore live. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a encore un intérêt à avoir un site internet aujourd'hui? C'est juste que j'ai le nom de domaine. Pour l'instant, je le garde. Ouais. Voilà, parce que je l'ai acheté, autant le garder. Donc je l'entretiens pas. Mais peut-être un jour, je vais l'entretenir, je sais pas. Pour l'instant, j'ai eu la chance, entre guillemets, à l'époque, avoir un site où je faisais de la news et je repartageais mes vidéos parce que je trouvais ça cool et c'était la mode à l'époque en 2000. Ah oui, c'était le modèle. 2012, 2013. Même quand tu faisais de la vidéo, il fallait avoir un site. Ouais, c'est ça. Une sorte de blog. J'avais un Skyblog et tout ça, à l'époque. Très longtemps. Et oui, bien sûr. Mais et non, en fait, ce site, c'est pareil, il fallait du temps pour écrire un article, en plus de faire une vidéo, plus de le repartager. Donc non, finalement, petit à petit, il est parti un peu aux oubliettes, mais il est toujours actif. Moi, ce qui me fait rire, c'est j'ai un sondage à droite, c'est quel produit attendez-vous le plus pour 2018. Donc je me dis qu'en fait, c'était il y a hyper longtemps que ce site, que je l'ai pas mis à jour. Ouais, ça fait un moment. Donc bon, pour l'instant, je l'ai pas mis en stand-by, je l'ai laissé comme ça. Bon voilà, je vais même pas voir les stats. En vrai, je sais même pas s'il y a des gens qui vont dessus. Tu trouves ça encore un intérêt aujourd'hui pour un influenceur / créateur de contenu d'avoir un site internet à l'ancienne? C'est un peu sa carte de visite entre guillemets pour certains. Quand t'es photographe ou vidéaste, tu peux vraiment montrer sur une page tout ce que tu fais, ton portfolio. Pour un YouTuber tech, moi mon site c'est YouTube. Tu vas sur ma chaîne YouTube et t'as tout ce que je fais. Donc parfois il y a des agences et des marques qui me disent t'as pas un kit média, t'as pas un site pour nous montrer qu'est-ce que tu peux faire. Moi la meilleure réponse que je peux ressortir c'est va voir YouTube et tu vas voir toutes les vidéos que je peux faire. En fait, t'as tout ce que c'est plus facile. Donc un site, je sais même pas si c'est vraiment intéressant en 2021, 2022.
Ouais, non, mais on peut se poser la question par rapport au référencement naturel, par exemple. C'est clair que ça peut rajouter aussi, voilà. Ça peut être une deuxième source de revenus, parce que la publicité sur YouTube c'est cool, mais aussi la publicité qu'on peut avoir sur les sites, et aussi le SEO qui va être totalement différent. On peut toucher une cible totalement différente aussi sur les sites. Parce que YouTube est très puissant en termes de référencement, mais c'est vrai que tu touches pas forcément les mêmes, les mêmes cibles. Après, pareil, il faut avoir des gens qui sont dessus et il faut avoir le temps de s'y faire. Dans la vie, si on peut avoir le temps de tout faire, c'est cool. Il y a des travaux à côté, je crois. Ouais, voilà, c'est pile le moment. En même temps, on touche à la fin, donc tant mieux. Mais ok, très clair. Bon, juste des projets que t'aimerais partager avec nous? Bah, je vais changer de studio pour les vidéos. Ouais, donc ça se trouve c'est déjà fait au moment où ce podcast sort. Donc ouais, on enregistre début décembre. Du coup, nouveau studio, qui est arrivé. T'en es content? Ça fait maintenant 3 semaines que tu. Ouais, c'est grave cool. Non, là, je suis en train de le faire petit à petit. Donc pareil, ça met du temps à se faire parce que je pars de zéro dans ce nouvel endroit. Donc ça va être différent, mais du coup c'est cool parce que ça va changer la façon de travailler, changer les angles de caméra, changer l'insonorisation, changer les micros, changer les lumières, changer l'éclairage. Donc il y a plein de trucs et ça permet de se renouveler et pas tourner en rond. C'est vrai. Parce que là ça fait 3 ans à peu près que je tourne dans le même endroit. Donc même si je tourne pas du tout en rond, juste un peu de nouveauté ça fait du bien. Donc c'est un gros projet pour 2022 ce truc de changer de décor, de changer de studio, parce qu'il faut tout réhabiller en soi, partir de zéro. Donc il y a ça et puis après je pense que la vie va reprendre petit à petit. J'espère, avec les voyages et tout ça. Et du coup, plein de projets qui pourraient se faire à l'étranger, sur des découvertes, sur des produits high-tech à découvrir à l'étranger. Enfin, pareil, je sais pas de quoi demain sera fait. Donc, ça se trouve, demain, on va me proposer de faire un truc à l'étranger dans un mois. Donc, ça se trouve, dans un mois, je partirai. On verra. Bon, en résumé, il faut qu'on s'abonne à ta chaîne YouTube. Pour tout savoir. Bien sûr. J'allais conclure là-dessus. Déjà, merci beaucoup JB. On a passé un super moment ensemble. Franchement, il y a plein de tips, plein de clés, plein de conseils. Encore bravo pour ton parcours aussi, parce que merci. Voilà, ça fait 10 ans. Ça montre aussi à nos auditeurs que devenir créateur de contenu, influenceur et gagner sa vie avec ça, c'est pas quelque chose de magique qui se fait en 2 secondes. Surtout, c'est un travail sur la longue traîne. Ouais, 10 ans. J'ai commencé il y a 10 ans. Ouais. J'ai commencé après à faire des vues il y a 5 ans et j'ai commencé à en vivre il y a 4 ans. Donc pendant 6-7 ans, j'ai fait ça, mais avec 0 € qui rentrait, juste par passion. Donc quand on veut créer quelque chose, faut pas se dire que si ça marche pas au bout d'un mois, c'est fini. Non, il faut perdurer. Il faut vraiment être passionné à 100% pour y aller et il faut pas perdre son temps et foncer. La vie est trop courte, dès que t'as envie de faire un truc, fais-le. Et tu verras demain si ça marche, tu verras dans un an et il faut laisser le temps au temps. C'est beau ce que tu dis. Ouais, mais il y a trop de jeunes qui malheureusement osent pas faire des choses parce que ou jeunes ou même gens plus âgés. Parce que c'est pas de résultat immédiat. C'est ça, et j'en connais beaucoup moi qui voulaient lancer leur boîte, qui voulaient lancer leur chaîne et ils se sont dit putain mais au bout d'un mois il y a pas de vues, je fais 3 vues, ça m'énerve. Je dis mais c'est normal, tu sors de nulle part. Laisse le temps, laisse les gens arriver. Et puis après ils ont pas envie et comme aujourd'hui on vit quand même dans une société où on veut tout de suite maintenant. On n'a pas envie d'attendre. Et malheureusement, il faut attendre beaucoup, parfois très longtemps. JB, pour te suivre, ta chaîne YouTube, The Eye Collection, THEI Collection, pas comme l'œil, The Eye. Ouais, bref. Ton Insta, c'est JBaptiste N. Mes initiales. Facile. Ouais, mais pourquoi? Ouais, non, attends, on va encore poser une question, mais pourquoi pas The Eye Collection sur parce qu'en fait, c'était mon compte perso au tout départ. Et en fait, ce compte perso, un jour, je sais pas, je l'ai mis sur YouTube et c'est resté comme ça. Et voilà. En même temps, c'est dur de dissocier sa vie social média, perso de sa. Après Instagram, la marque de son Instagram, moi, média. c'est très ma vie à moi. C'est pas du tout tech pour le coup. C'est ce que je vais partager quand je vais être en déplacement, ce que je vais partager en backstage, tout ça. Je fais aucune photo de produits tech. Il y a vraiment rien. Il y a que moi, mes voyages, c'est tout ce que je peux proposer. Donc c'est un angle un peu différent de YouTube. Pour tu veux voir les vidéos tech, tu vas sur YouTube. Tu veux voir un peu la personne qui fait les vidéos tech, tu vas sur Instagram. Yes. Twitter, The Eye Collection, c'est simple. Ton site internet, tu peux skyblog. Non, c'est pas vrai. Non. Je donne. Pareil, TheEyeCollection.fr. Voilà. Je donne. Franchement, n'y allez pas. Allez-y, je verrai les stats. Bon, merci beaucoup JB, c'était très cool. Merci à très bientôt. Yes, bye. Salut.